El Kabbach aux mains moites de frousse. Roger Giquel à la tête de CRS en congé de maladie. Les frères Duhamel, le régime en attend même un troisième pour la Noël. Des petits Jésus de la lèche éhontée. Finalement, quelqu'un nous a laissé sortir de la cage et on était maintenus captifs au canard. Et nous voilà, mon cher Aymeric, détenteurs de notre propre programme. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? À qui on taille un costard ? Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Oui, enfin, leur tailler un costard, c'est vite dit. On va surtout essayer de les remettre dans leur contexte, Pixel. Et Alain Duhamel, dont on va parler aujourd'hui, il permet de comprendre un peu le moule d'un type de médiacrate qui, à mon avis, est en train de disparaître et ça vaut le coup. En attendant, Duhamel, c'est quand même une vie complète dans les plus grosses fabriques à propagande nationale. À 25 ans, il est chroniqueur au Monde, et à 30, il anime sa première émission sur l'ORTF. Oui, en fait, il devient journaliste au début de sa vingtaine, ça c'est classique, mais là où son parcours change pas mal de ses contemporains, c'est que c'est un des premiers à aller dans l'audiovisuel, et en particulier à la télévision. Et la démocratisation de la télévision, ça se passe au début des années 60, sachant que sa première émission à lui, c'est 1970. Donc la télévision, à l'époque, c'est un média super jeune. Putain, il est encore là, quoi. Et il fait des émissions avec El Kabbach, avec Chabot, et franchement, il traverse la fin du siècle en étant à la fois sur quantité d'écran, mais aussi sur quantité d'ondes, chez RTL, chez Europe 1, chez France Culture, et puis il faut absolument parler de sa formidable carrière littéraire. Ah ouais, non mais ça, niveau lèche et cirage, il bat tous les records. Macron, Balladur, Sarkozy, Jospin, Mitterrand, Giscard, ils sont tous passés sous le stylo, de ce cher Alain. J'ai eu le plaisir, en préparant cette vidéo, de lire son avant-dernier chef-d'œuvre, paru au terme du premier quinquennat Macron, Emmanuel Le Hardi. Comment mettre plus de plaisir dans ma vie ? Oh, ça a l'air délicieux. 250 pages arrachées à nos forêts, et pourquoi ? Dans quel but obscur et diabolique ? Eh bien, je vais vous le dire, monsieur Aymeric. Transmuter la beauté végétale de ce monde en d'interminables et indécentes flagorneries. Et chers auditeurs, rien que pour vous, voici un florilège de ses plus belles courbettes. L'audace est la première caractéristique d'Emmanuel Macron. Elle frôle fréquemment la témérité, mais elle lui permet la surprise, la rupture, la nouveauté, le mouvement. C'est ce qui l'a poussé à lancer une politique européenne flamboyante, fracassante même aux grandes dames de maints chefs de gouvernement de l'Union. Il court et il bouscule, il choque, il invente et il irrite. Pas mal, hein ? C'est Duhamel. Et comment il parle des opposants de l'audacieux monarque ? Il n'avait pas vu venir le mouvement. Il n'en a pas pris sur le champ la mesure ni discerné l'originalité. C'est alors qu'il a imaginé ce grand débat qui lui a fait sillonner la France, se saisir de la parole, chercher le débat sinon la confrontation, se dépenser durant des dizaines d'heures devant des auditoires médusés et perplexes, souvent séduits. Au départ sur la défensive, puis contre-attaquant d'une manière totalement insolite et ultra personnalisée. Innovant, incarnant, transigeant en somme, avec panache. Bon, trêve de plaisanterie. Terminons en beauté avec une comparaison douteuse qui restera bien profondément gravée dans les mémoires. Il a toujours eu des mots qui blessent sans mauvaises intentions. Ainsi, une incise sur les Gaulois réfractaires devient-elle une insulte lancée par le monarque républicain à son propre peuple, alors qu'en fait, il s'agit d'une citation indirecte de Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Mais du coup, si Macron est César et nous les Gaulois, faut en déduire quoi ? Pourtant, ça lui est arrivé d'être un brin critique envers Macron pendant la réforme des retraites de 2023, par exemple. En règle générale, il y a eu des mots qui étaient déplacés, inutiles, à la fois blessant et inefficace. Oh, tout de suite, il te sort une fois que Macron a eu de vilains mots vis-à-vis d'un peuple qu'il a fracassé dans la rue, et je suis censé l'applaudir. C'est un vieux chien de garde, mais quand Macron fait vraiment n'importe quoi, même lui, il est obligé de concéder un minimum. À la rigueur, on pourrait lui trouver l'excuse du grand âge. Non, on va parler franc, je me fous que la grande faucheuse commence à gratter à sa porte, on est là pour épingler l'ensemble de son œuvre. Ouais, sauf que son âge, en fait, c'est important. Le bouc, il est né en 40, il est devenu majeur en 58, à une époque où la télévision, en fait, c'est une seule chaîne. Évidemment que ça joue énormément sur sa manière d'aborder le journalisme. À l'époque, les faits, c'est ce qu'en dit le pouvoir. Il y a un ministère de l'information, et la première chaîne de télévision, elle est mise en place par le pouvoir, et donc pour le pouvoir. Ça donne un journalisme qui correspond aux attentes du pouvoir. Un journalisme qu'on peut appeler de révérence, de déférence, où on va pas parler trop fort, où on va laisser le politique imposer tout ce qu'il veut, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, peu importe.
Parce que, en fait, qu'ils disent vrai ou qu'ils mentent, c'est un politique. Et un politique, il représente le pouvoir. Et le pouvoir, c'est plus ou moins l'employeur. Finalement, les règles de l'ERTF étaient pas si différentes du pluralisme médiatique dont on peut jouir aujourd'hui. Ah non, vraiment, on est à un autre niveau. C'est pas une frustration pour les gens qui bossent à l'époque. C'est une manière de voir son boulot. C'est une manière de voir son éthique professionnelle, même si on veut employer les grands mots. Quelqu'un qui contrevient à cette déférence, à ce ton très lisse à l'époque, c'est quelqu'un qui est considéré comme pas pro. Pour le monde médiatique à ce moment-là, critiquer le pouvoir, en fait, c'est faire de la politique. C'est pas faire du journalisme. Et de toute façon, si t'es à l'ERTF, tu te comportes comme ça. Et Duhamel, il a appris à travailler comme ça. Enfin, l'ERTF, ça a quand même vite laissé place à des chaînes concurrentes. Canal+ en 84, la 5 et M6 en 86, la privatisation de TF1 en 87 et toutes les chaînes de la TNT en 2005. Et justement, Duhamel, il est encore là, et sur une chaîne de la TNT, en 2023, à défendre Macron, à 83 putains de piges. Mais attends, y a pas un truc qui te fait tiquer ? Paraît qu'on a eu une alternance politique au pouvoir depuis De Gaulle. Alors comment il a fait le vieux Duhamel pour servir avec autant d'ardeur à la fois la droite et la gauche sans imploser sous ses propres contradictions ? En fait, il n'implose pas, au contraire, il explose. Parce que c'est pas du tout contradictoire d'être formé à pas être trop méchant avec le pouvoir et de réussir à faire son trou dans des médias concurrents. Au contraire, ça a été une opportunité folle pour Duhamel, qui a pu vendre ses services à plein de médias différents. Il y a même un montage dans Les Nouveaux Chiens de Garde en 2011 qui raconte ça. Employer Duhamel, c'est ne pas prendre le risque de se faire taper sur les doigts par les autorités. C'est pouvoir inviter n'importe qui du pouvoir en sachant qu'il sera pas trop malmené. Et donc, il reviendra la prochaine fois. C'est une garantie de bonne tenue. C'est une garantie de mesure. Et c'est pour ça que, à mon avis, on est sur la fin du succès de ce type de médiacrate. Enfin, au moins à la télévision. Attends, comment ça, la fin du succès ? Les médias, ils ont changé. MDR, Alain Duhamel, persona non grata en 2024. En fait, lui, en lui-même, en sa personne, il perd pas trop d'importance dans les médias classiques. C'est tout ce journalisme-là qui se vit comme neutre, comme observateur impartial, qui est en train de disparaître, en fait. Je vais te lire un passage d'une interview où Duhamel parle de mai 68, une époque où lui, il est maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors que tout le quartier basculait dans une atmosphère de barricades, de pavés et de fumigènes, il régnait à Sciences Po un sentiment de parodie. On aurait dit un théâtre d'amateurs, non dénué d'une certaine naïveté. Je me souviens de ces calicots suspendus à la façade, c'était Cuba en bourgeoisie. Personnellement, je regardais ça d'un œil assez ironique. En revanche, j'ai été plus choqué par la démagogie de certains enseignants qui n'hésitaient pas à tenir des propos incendiaires et apportaient leur soutien aux autogestionnaires sans culotte, tout en se promenant dans leur costume 3 pièces de conseiller d'État. Ça, avant, c'était la vision du journaliste. Il surplombe, il regarde la mêlée, il est un observateur extrait du monde social par l'onction journalistique. Il a le recul magique, le regard analytique automatique, tu vois. C'est le commentateur sur un match de boxe, tu vois. Et lui, il a 28 ans à ce moment-là, et il parle déjà comme un bourgeois satisfait de sa propre intelligence. Et cette position-là, aujourd'hui, elle est juste insupportable. Tu peux pas arriver avec ton point de vue de bourgeois et te prétendre neutre, en fait. C'est pas possible. Maintenant, on veut, même à la télé, des intervieweurs un peu teigneux. On part vers un journalisme d'opinion, de toute façon, même très très violente, parce que actuellement c'est ce qui marche. Mais même nous, au Canard, on mâche pas nos mots. Et c'est aussi pour ça que les gens regardent. Ouais, clairement, à moins de se satisfaire du statu quo, mieux vaut un avis tranché que cette espèce de bouillie verbale bourgeoise à la con. Et puis comme dit ma grand-mère, à force de vouloir danser entre des chaises, tu vas finir le cul par terre. Il y en a un tas qui ont fini le cul par terre alors. Par exemple, le frère d'Alain s'appelle Patrice Duhamel, et il a été à des postes clés chez France Inter, Le Figaro Magazine et France Télé. Passer de France Inter au Figaro aujourd'hui, ça se fait plus, ça. Mieux que ça, la femme de Patrice, la belle-sœur d'Alain, tu sais qui c'est ? Je l'ai vu passer, ouais. Nathalie Saint-Cric, qu'elle s'appelle. Chef du service politique chez France 2. Un modèle de journalisme. Et Patrice et Nathalie, monsieur et madame Duhamel ont un fils, c'est Benjamin qui bosse aujourd'hui chez BFM avec tonton Alain. Voilà la manière dont les salopes se reproduisent. Oh, la violence du carton. Alors du coup, Duhamel, c'est un valet du pouvoir, il a été formé pour ça, il a fait toute sa carrière dessus, c'est le moule de tout un tas de journalistes, mais je comprends toujours pas pourquoi tu dis que c'est fini. Déjà il a 83 ans. El Kabbach, qui était un exemple encore plus signifiant, est mort il y a pas longtemps. Enfin clairement, ce sont des dinosaures du journalisme ces gens. Mais en plus leur rôle se fait de plus en plus petit. Dans un monde médiatique qui a de moins en moins de moyens, qui doit montrer toujours plus de conflits pour essayer de maintenir son audience, en fait on sent que le vent a un peu tourné quand même. Et l'exemple parfait du déclin de l'oncle, c'est son propre neveu, dont on n'entend parler que dans les moments où il devient très incisif, soit l'inverse de tonton Alain. Vous osez diffuser ça ? C'est pour ça que pour moi, c'est en déclin. Dans les médias mainstream en tout cas. Tu veux dire qu'il y a quand même un avenir pour les éditorialistes de petite vertu, mais pas maintenant et pas à la télé ? Exactement. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour.